Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La présidence de Barack Obama dans la presse internationale. Langue et parole. Recherche en sciences du langage. Collection dirigée par Henri Boyer, Université de Montpellier 3. Conseil scientifique. C'est Alain Garabato, Univ de Montpellier 3, France, Monsieur Billère, Univ de Toulouse-Le Mirail, France, Pécharodo, Univ de Paris 13, France, N. Dietmar, Univ de Berlin, Allemagne, Vedopinescu, Univ. Stéphane Selmar de Suceava, Roumanie, F. Fernandez Rey, Univ de Santiago de Compostela, Espagne, Alloch, St. Andrews University, Royaume-Uni, IL Machado, Univ. Fédéral de Minas Gerais, Brésil, Monsieur Apavo, Univ de Paris 13, France, P. Sauzet, Univ de Toulouse-Le Mirail, G. Sioufi, Univ de Montpellier 3, France. La collection Langue et parole. Recherche en sciences du langage se donne pour objectif la publication de travaux, individuels ou collectifs, réalisés au sein d'un champ qui n'a cessé d'évoluer et de s'affirmer au cours des dernières décennies, dans sa diversification théorique et méthodologique, dans ses débats et polémiques également. Le titre retenu, qui associe deux concepts clés et controversés du cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, veut signifier que la collection diffusera des études concernant l'ensemble des domaines de la linguistique contemporaine. Description de telle ou telle langue, parlure ou variété dialectale, dans telle ou telle de ces, leurs composantes, recherche en linguistique générale mais aussi en linguistique appliquée et en linguistique historique. Approche des pratiques langagières selon les perspectives ouvertes par la pragmatique ou l'analyse conversationnelle, sans oublier les diverses tendances de l'analyse de discours. Elle est également ouverte aux travaux concernant la didactologie des langues cultures. La collection Langue et parole souhaite ainsi contribuer à faire connaître les développements les plus actuels d'un champ disciplinaire qui cherche à éclairer l'activité de langage, sous tous ses angles. Rappelons que par ailleurs la collection sociolinguistique de l'Harmattan intéresse les recherches orientées spécifiquement vers les rapports entre langue, langage et société. Dernière parution. Éléonore YASRILABRIQUE, les forums de discussion, Agora du XXIe siècle, 2011. Mohamed EMBARKI, la coarticulation. Des indices à la représentation, 2011. Paul Bacot, la construction verbale du politique, étude de politologie lexicale, 2011. Carmen Allen Garabato, Xosea Alvarez, Mercedes Brea, quelle linguistique romane au XXIe siècle, 2010. Sous la direction de Michael Hearn et Raymond Ledru. La présidence de Barack Obama dans la presse internationale. Acte de la journée d'études organisée par l'Université d'Artois. Centre de recherche Texte et Culture. Arras, 26 mars 2010. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-296 96 169. EAN 9 782 296 961 609. Avant-propos. Michael Hearn. Il y a peu d'événements qui recueillent l'attention de toute la planète. Dans des registres divers que l'on ne peut mettre bien sûr sur le même plan, on pourrait citer la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, l'élection du pape, un mariage de la famille royale britannique ou surtout l'élection du président des États-Unis. Aucune élection dans un État démocratique ne retient une telle attention et certainement pas, par exemple, l'élection du président de la République en France ou les élections à la Chambre des communes au Royaume-Uni. Ce n'est pas tant parce que les États-Unis sont encore, pour un temps, la plus grande puissance, mais parce qu'ils sont ce qu'ils sont, un pays phare comme disait Mathieix, vers qui tous les regards sont tournés même quand la tentation est de s'en détourner. Baudrillard dans son Amérique écrit « Les États-Unis, c'est l'utopie réalisée. Il ne faut pas juger de leur crise comme de la nôtre, celle des vieux pays européens. La leur est celle de l'utopie réalisée confrontée à sa réalité et à sa permanence.
La conviction idyllique des Américains d'être le centre du monde, la puissance suprême et le modèle absolu n'est pas fausse. Et elle ne se fonde pas tant sur les ressources, les techniques et les armes, que sur le présupposé miraculeux d'une utopie incarnée d'une société qui, avec une candeur qu'on peut juger insupportable, s'institue sur l'idée qu'elle est à réalisation de tout ce dont les autres ont rêvé, justice, abondance, droit, richesse, liberté, elle le sait, elle y croit, et finalement les autres y croient aussi. Pour les Européens, cette histoire est aussi la leur, pour reprendre le titre d'une belle exposition qui a eu lieu à Bruxelles II. C'est pour cela que ces Européens sont souvent affectés par la politique américaine, dans un sens ou dans un autre. C'est pour cela qu'ils participent ainsi assez souvent au cri universel d'anti-américanisme planétaire, une expression d'abord utilisée par Alexandre Pope et rappelée par Revel dans son bel ouvrage sur ce sujet, L'obsession anti-américaine 3. Pour les autres, l'Amérique peut prendre le visage de Satan, l'intervention en Irak sous la présidence Bush permettant cette attitude, mais même ceux-là voient en les États-Unis ce qu'ils n'osent pas avouer, un pays remarquable qui accompagne les peuples dans leur soif de démocratie. La candidature de Barack Obama et son élection ont changé la perception qu'a le monde des États-Unis et ont apporté ce que beaucoup attendaient. Une personnalité exceptionnelle, un discours d'ouverture, on pense à celui du Caire, une politique sociale novatrice qui ont suscité espoir et en même temps une attente peut-être démesurée. Le concept de perception dans les relations internationales, appliqué ici aux États-Unis, n'est pas insignifiant. Il s'articule autour de deux composantes, le prisme des attitudes et l'image. Le prisme des attitudes exprime tout ce qui, dans notre héritage culturel, influence notre représentation de l'environnement opérationnel, les forces profondes de Renou 24, les mentalités collectives de Durosel 5 et de Friedlander 6. Il aboutit à une image, qui est pour Boulding la représentation organisée d'un objet dans le système cognitif d'un individu 7. Bien sûr, il faudra distinguer, avec Olsztyn 8, l'image de ce qui a été et de ce qui sera, le fait, et l'image de ce qui devrait être, les valeurs, pour définir une représentation réelle ou erronée, misperception, le prisme déformant de Michelot. C'est avec cette considération que nous envisageons le politique du président américain. Nous verrons comment cette nouvelle présidence est perçue en Afrique, en Amérique latine et en Europe. Nous analyserons le discours et les politiques. Nous nous demanderons si les États-Unis sont effectivement cette utopie réalisée que décrit si bien Baudrillard. Cet ouvrage est issu d'une journée d'études organisée dans le cadre de l'Axe, Corpus, Linguistique, Traductologie et Société, du Centre Texte et Culture de l'Université d'Artois. Nous tenons à remercier Carmen Pineira Trémontant, professeure à l'Université d'Artois, qui nous a permis de le publier. Nous tenons également à remercier Vincent Michelot, professeur à l'Institut d'études politiques de Lyon, ainsi que Jean-Marc Chameau, John Chandler, Catherine Cossu, Nicolas de Ribas, Henri Hernandez, Florent Moncomble, Jean-Marc Lagarde et Stéphane Patin pour leur précieuse collaboration. Un J. Baudrillard, Amérique, Paris, Grasset, 1986, pages 76 à 77. 2 America, It's Also Our History, Bruxelles, 15 octobre 2010 au 9 mai 2011. 3 J.F. Revel, L'obsession anti-américaine, Paris, Plomb 2002, pages 14 à 17. 4 P. Renouvin, Introduction à l'histoire des relations internationales, Paris, Acolin, 1964, pages 5 à 272. 5 J.B. Durosel, Relations internationales, 2 novembre 1974. 6 S. Friedlander, Relations internationales, 1er mai 1974. 7 K.E. Boulding, The Image, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1969, page 24. 8 O.R. Olsztyn J.N. Rosno, International Politics and Foreign Policy, Londres, Free Press, 1960, notamment page 545. Introduction. Raymond Ledru. L'idée pour cette journée d'études est venue du succès d'un colloque organisé il y a 2 ans par les membres de l'Axe de recherche, Corpus, Linguistique, Traductologie et Société. Elle concernait la couverture de l'élection présidentielle française par les médias étrangers. Pour justifier l'ampleur de cette couverture médiatique,
Les différents intervenants avaient alors évoqué la promesse de changement ou de rupture, répétée par les deux principaux candidats pendant la campagne. Ces derniers étaient relativement jeunes, ils se présentaient pour la première fois et l'un d'entre eux était une femme neuve. À cette occasion, certains parallèles avec l'élection présidentielle américaine avaient d'ailleurs été évoqués. Celle-ci en était alors au stade des primaires avec pour les démocrates, un duel entre une femme et un noir américain. C'était déjà là la garantie d'un intérêt médiatique non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Cet intérêt n'a cessé de grandir au fur et à mesure de la campagne, et ne s'est guère essoufflé même après l'élection de Barack Obama en novembre 2008. Dans tous les pays, l'opinion publique a pris position pour ou contre ce candidat dans une élection largement relayée par les médias. Beau, jeune, dynamique, ce premier président noir de la grande puissance que représentent les États-Unis ne pouvait qu'engendrer attente, espoir ou crainte dans le monde entier. On retrouve d'ailleurs ces mots dans les titres des différents articles de cet ouvrage. Ces articles ne manquent pas de rappeler l'enthousiasme quasi général rapporté dans les médias le lendemain de l'élection américaine, un enthousiasme qui concernait moins les idées ou le programme d'Obama que la performance qu'il avait réalisée. En effet, les États-Unis restent pour beaucoup le pays du rêve américain, et Barack Obama venait de prouver que ce rêve était réalisable. Quel que soit ce qu'il a fait depuis et ce qu'il fera à l'avenir, ce moment restera certainement gravé dans l'opinion publique mondiale. Mais, même si le Yes We Can de 2008 n'est pas devenu un No We Can't, il faut bien admettre, avec le politologue Denis Lacorne, que l'on assiste aujourd'hui à la fin de l'Obamania 10. C'est davantage vrai aux États-Unis, alors que la popularité d'Obama semble rester élevée en Europe et plus particulièrement en France. En novembre 2009, 88% des Français se disaient encore favorables à sa politique contre 49% aux États-Unis à la même époque. Certains des articles qui suivent apporteront quelques informations sur les causes d'une telle évolution et d'une telle différence. En effet, ces articles ne se limitent pas à l'élection de Barack Obama mais visent aussi à montrer quel bilan la presse internationale a tiré de sa politique depuis son investiture en janvier 2009. À cet égard, la plupart des journaux américains, mais aussi de nombreuses publications étrangères ont opté pour certaines dates incontournables. La première, et certainement la plus évidente, a été le premier anniversaire de son élection en novembre 2009. La seconde est à première vue un peu plus surprenante. Il s'agit du 29 avril 2009. Rares sont en effet les journaux et magazines n'ayant pas titré ce jour-là « Les 100 premiers jours du président Obama ». En fait, les médias américains ont pris l'habitude de s'attarder sur cette période des 100 premiers jours pour mesurer le succès et l'activisme d'un président depuis l'entrée en fonction de Franklin Delano Roosevelt en 1933. Répondant à l'urgence de la situation, ce dernier persuada alors le Congrès de voter jusqu'à 15 textes de loi pour résoudre les aspects les plus graves de la Grande Dépression. Même s'il sacrifie à cette tradition, de nombreux commentateurs et les équipes présidentielles elles-mêmes s'accordent à dire que cette échéance des 100 jours n'est pas probante pour juger de l'efficacité du reste du mandat. Comme le faisait remarquer l'historien Arthur Schlesinger, la dépression de 1932 était si grave que le Congrès ne pouvait oser dire non à Roosevelt et aucun président depuis n'a été confronté à une telle crise 11. C'est ce que confirme Jean-Edouard Smith, professeur de sciences politiques à l'université Marshall. Franklin Delano Roosevelt a dû faire face à des circonstances qui ont très peu de chances de se reproduire 12. Mais on peut se demander si l'anniversaire de l'élection du président, ou celui de son investiture sont davantage pertinents. Là encore, nombreux sont ceux qui jugent qu'il est encore trop tôt, au bout d'un an, pour augurer des résultats de la politique d'Obama. À cet égard, on pourrait reprendre la remarque de J.F. Kennedy dans son discours d'investiture en 1960. Tout cela ne sera pas accompli dans les 100 premiers jours. Ce ne sera pas fini non plus dans les 1000 premiers jours, ni pendant le mandat de cette administration, ni même peut-être durant notre vie en ce monde. Mais l'essentiel, c'est de commencer 13. C'est d'ailleurs l'idée qu'exploita le président Obama dans un discours qu'il prononça à Arnold dans le Missouri à l'occasion du 100e jour de sa présidence. Aujourd'hui, 100e jour de ma présidence, je viens vous annoncer à vous citoyens américains, que nous avons commencé à reconstruire l'Amérique. C'est ce à quoi nous travaillons maintenant 14.
Cela est d'autant plus vrai que Barack Obama a souvent été présenté, par les médias, par son équipe de campagne et dans une certaine mesure par lui-même, comme l'homme providentiel qui allait s'attaquer à tous les grands problèmes du moment. La crise économique, l'assurance maladie, la réforme de l'immigration, le retrait des troupes en Irak, la guerre en Afghanistan et bien d'autres choses encore. Autant de dossiers qui sont loin d'être résolus, ou qui n'ont même pas été ouverts. Dans le discours cité précédemment, le président Obama évoquait ces défis et à l'instar de Franklin Delano Roosevelt, il ajoutait « Ils exigeaient une action audacieuse et soutenue. Ils exigent encore une action audacieuse et soutenue 15. » À la décharge d'Obama, il faut rappeler ce que l'opinion publique tend souvent à oublier, surtout dans les pays étrangers, à savoir qu'un système de contrepoids, checks and balance system, limite les pouvoirs du président américain. Les membres du Congrès ont d'autant plus le souci de ne pas mécontenter leur électorat, que la totalité des représentants et un tiers des sénateurs remettent leur siège en jeu tous les 2 ans. La perspective des élections de novembre 2010 explique certainement la réticence des membres du Congrès, même chez les démocrates, à suivre Obama sur des sujets aussi sensibles que l'assurance maladie ou l'immigration. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se souvenir qu'en 1994, les Américains déçus par la politique de Clinton avaient envoyé une majorité républicaine au Congrès et qu'elle devait y rester pendant 12 ans 16. En outre, comme le rappelle Vincent Michelot dans un article paru dans la Revue internationale et stratégique, la majorité démocrate sur laquelle Barack Obama pourrait s'appuyer comprend un certain nombre d'élus modérés qui ne sont pas forcément prêts à le suivre dans une politique très progressiste 17. Quoi qu'il en soit, lors de ces différentes tentatives de bilan, les médias n'ont pas manqué de rappeler une déclaration faite par le candidat Obama pendant la campagne électorale. Il expliqua en effet que s'il était élu, il ne se contenterait pas de gouverner au jour le jour, qu'il entendait être un président de transformation 18, comme l'avaient été avant lui Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, Lyndon Johnson ou encore Ronald Reagan. Parlant de ce dernier, il déclara notamment « Ronald Reagan a changé la trajectoire de l'Amérique de façon différente de celle de Richard Nixon ou de Bill Clinton. Il nous a mis sur une route fondamentalement différente, car c'était alors ce pourquoi le pays était prêt 19. » Bien sûr, son admiration pour Reagan s'arrête là. Sinon, il est en complet désaccord avec les idées de l'ancien président républicain. Là où Reagan voyait dans l'intervention du gouvernement un problème, Obama voit une solution aux difficultés socio-économiques de la nation. Là où Reagan était très réticent à l'égard de tout accord sur le désarmement nucléaire, Obama est prêt à faire le premier pas. C'est précisément en mettant fin à l'ère Reagan qu'il entend être un président de transformation. C'est ce que confirme Douglas Brinkley, professeur d'histoire à la Rice University lorsqu'il dit que l'élection de Barack Obama a ouvert l'ère la plus progressiste en matière politique depuis 1964 avec Lyndon Johnson 20. À l'approche des 100 premiers jours, Lou Cannon, biographe de Ronald Reagan, pensait qu'il était sur la bonne voie. Mercredi, Obama en sera au 100e jour de sa présidence et, pour le meilleur et pour le pire, il a fait plus pour transformer le paysage politique que n'importe quel autre président en début de mandat depuis Ronald Reagan 21. Un an plus tard, la plupart des commentateurs s'accordent à dire que cette transformation n'a guère été amorcée. Même lorsqu'ils reconnaissent que le bilan n'est pas si négatif, si l'on considère le nombre et la complexité des dossiers auxquels Obama était confronté, ils trouvent aussi que le nouveau président a trop souvent sacrifié au compromis et que cela l'a empêché d'ouvrir cette nouvelle voie de la transformation. Certains estiment que la réussite se fait davantage sentir en politique étrangère, mais là encore ce point de vue reste discutable. En revanche, ces commentateurs sont davantage partagés sur les possibilités qu'a encore Barack Obama de devenir ce président de transformation. Se livrant au jeu très médiatique des comparaisons, les plus pessimistes rappellent que Reagan s'était empressé de réduire le budget des programmes sociaux, tout en renforçant celui de la défense et que Lyndon Johnson, profitant de l'émotion créée par l'assassinat de Kennedy, avait facilement persuadé le Congrès de voter la loi sur les droits civiques de 1964 ainsi que son projet de grande société. D'autres, plus optimistes, explique que la transformation ne peut pas s'opérer du jour au lendemain et que les réalisations présidentielles qui sont restées dans l'histoire sont rarement celles de début de mandat.
Même dans le cas de F.D. Roosevelt, les mesures du New Deal qui ont perduré, comme le Social Security Act, ne sont pas celles des 100 premiers jours. On peut néanmoins se demander si ce qui arrive à Obama, un taux de popularité en baisse très nette, n'a pas été le lot de tout président américain depuis 1945. C'est certainement là le résultat des responsabilités de plus en plus grandes exercées par le président. Nous sommes loin de la conception des pères fondateurs et de George Washington qui considérait le président simplement comme un magistrat en chef dont le rôle principal était de faire exécuter les lois. Comme les candidats à la Maison-Blanche veulent montrer qu'ils sont à la hauteur de ces responsabilités, ils se font souvent élire sur la base de promesses pratiquement impossibles à tenir. Une fois en exercice, ils ne peuvent donc que décevoir une partie de leur électorat. Il en résulte ce que les Américains appellent un expectation gap 22. Notre débat, aujourd'hui, pourrait aussi être l'occasion de nous interroger davantage sur la responsabilité des médias dans ce processus. Certaines pratiques, comme le horse race coverage qui consiste à s'attarder davantage sur la progression des candidats dans les sondages et sur les conséquences que peuvent avoir telle ou telle prise de position sur le résultat final, amènent souvent les hommes politiques à privilégier les promesses spectaculaires qui leur garantissent le feu des projecteurs. Mais ceux-ci se rendent vite compte que seule une escalade dans ces promesses leur permet de garder l'intérêt des médias, et donc du public. C'est certainement ce qui a poussé Obama à cultiver jusqu'au bout le parallèle entre son parcours et celui de Lincoln, au point de prêter serment au pied du mémorial Lincoln et sur la même Bible que ce président. Une fois élu, il n'échappe pas à la tyrannie des sondages, le taux de popularité prend le relais. Un journaliste du St. Petersburg Times n'a-t-il pas obtenu le prix Pulitzer pour avoir mis au point l'obamètre qui permet de suivre la réalisation des promesses électorales de Barack Obama, 23 par ailleurs, ces mêmes médias, qui se proclament aussi les chiens de garde de la démocratie, ne manquent pas, nous l'avons vu il y a quelques instants, de rappeler aux citoyens certaines promesses ou certains engagements, insistant ainsi encore davantage sur leur non-réalisation ou sur leur réalisation partielle. Bien sûr, les hommes politiques y trouvent leur compte et ne sont pas des victimes innocentes. Obama en particulier reste omniprésent dans tous les médias, journaux, télévision et Internet. Ce média électronique l'a certainement aidé à mobiliser le soutien nécessaire à son élection, et il pourrait peut-être encore l'aider à imposer ses réformes, mais, comme le fait remarquer Vincent Michelot dans l'article cité précédemment, il lui faut maintenant choisir entre le soutien de cette base électronique et l'efficacité d'un congrès souvent plus modéré 24. 9 Sepineira Trémontant édition, la présidentielle 2007 au filtre des médias étrangers, Paris l'Harmattan 2008. 10 Entretien avec Delacorne, enseignant-chercheur aux séries Sciences Po, rapporté sur le site http://actualite-international-amérique-2009-2005. OBS 696, consulté le 13 novembre 2009. 11 cité dans Bill Clinton's 100 Days, New York Times, 29 avril 1993, section A, page 22. 12 J.E. Smith, Changing the American Mind, New York Times, 26 avril 2009, PWK13. 13 http://avalon.lo.yel.edu/20h-century-kennedy.a, consulté le 22 janvier 2010. 14 Barack Obama, Remarks by the President in Arnold, Missouri Town Hall, 29 avril 2009, sur le site http://www.whitehouse.gov.blog/, consulté le 15 août 2009. 15 Ibidem. 16 par exemple, en août 2009, alors que la Chambre des représentants venait d'adopter la loi sur l'énergie et le climat, 10 sénateurs démocrates firent savoir au président Obama qu'ils ne voteraient pas cette loi à l'automne, car elle risquait de mécontenter leur électorat local, crainte de chômage et de délocalisation. Voir, J.M. Brodé, Senators Issue Warning on Climate Bill, site du New York Times, note du 6 août 2009, http://greening.blog.nytimes.com/, consulté le 18 août 2009. 17 V. Michelot, La présidence Obama vers un nouveau mode de gouvernance politique, la Revue internationale et stratégique, hiver 2009-2010, Paris, Editions Dalloz, 2009, page 89.
18. Le premier auteur à introduire la notion de leadership de transformation. Fuji McGregor Burns dans Leadership, New York, Harper & Row, 1978. Voir aussi, S. Skowronek, The Politics President Make, Leadership from John Adams to George Bush, Cambridge, Harvard UP, 1993. 19. Déclaration de janvier 2008, citée sur le site blog.washingtonpost.com/44/2 consultez le 3 mars 2010. 20. Cité sur le site http://www.lefigaro.fr//009/09/08 consultez le 22 février 2010. 21. Elkanon, In Reagan's Death, New York Times, 26 avril 2009, pwk 12. 22. Sur cette question, le livre de T. Lowy, The Personal President, Ithaca, NY, Cornell UP 1985, est encore d'actualité. 23. Voir le site http://www.politifact.com/. 24. Op.site, page 89. Barack Obama vu de l'étranger, dans un miroir déformant. Vincent Michelot. Institut d'études politiques de Lyon. On sait combien sont complexes les relations entre ces deux modèles universalistes républicains concurrents, que sont la France et les États-Unis. On connaît aussi la capacité qu'ont les États-Unis d'influencer notre vie politique et économique, et le pouvoir à la fois d'attraction et de répulsion qu'ils exercent dans l'opinion publique française. On croit, en France, presque tout connaître de cette démocratie en apparence tellement transparente qu'elle en est devenue une forme de modèle générique privé de toute spécificité marquante qui, paradoxalement, entrave la compréhension ou l'analyse. Dans la réalité, lorsque les Français parlent des États-Unis, et c'est aussi le cas d'une majorité des Européens, ce sont plus leurs propres modèles idéologiques, institutionnels, électoraux et partisans qu'ils mobilisent que des outils américains. D'autre part, l'absence en Europe d'un véritable conservatisme de mouvement, malgré le fait qu'aujourd'hui la quasi-totalité des pays européens à l'exception de l'Espagne et de Chypre soient dirigés par des gouvernements conservateurs, ainsi que nos difficultés plus générales à comprendre la nature et les institutions du conservatisme américain font que, dans une vie politique qui est dominée par une profonde mutation-réinvention une idéologie qui de Richard Nixon à George W. Bush, en passant évidemment par Ronald Reagan, a largement dominé les 4 dernières décennies, nous peinons à identifier les structures et les paradigmes du débat politique américain. Par ailleurs, un autre point d'entrée méthodologique dans cet étrange paysage politique qu'est Washington au lendemain de l'inauguration d'un nouveau président, est sans aucun doute à trouver dans l'analogie historique. Lorsqu'il entre en fonction en janvier 2009, aux États-Unis mais plus encore en Europe, Barack Obama est essentiellement défini par la comparaison avec ses prédécesseurs à des moments historiques équivalents, mais aussi par le contraste ou la rupture. À mi-mandat, et après la retentissante défaite des démocrates, le président lui-même parla de déculotté ou shellacking, à l'occasion des élections de mi-mandat de 2010 et la difficile négociation budgétaire qui s'ensuivit, Barack Obama n'est pas tant jugé sur un bilan réel que sur la comparaison entre les attentes et espérances générées par le modèle interprétatif et la réalité politique américaine. C'est ce double miroir déformant, pensé dans les termes ou les vides de son modèle national, pensé par analogie, que nous entendons ici mettre en perspective. D'un point de vue institutionnel, en particulier depuis l'adoption en 2000 du quinquennat et la décision contemporaine d'inversion du calendrier électoral qui place l'élection présidentielle avant les élections législatives, la France est devenue un régime présidentiel. L'idée que nous soyons encore dans un régime parlementaire repose aujourd'hui sur 2 fictions institutionnelles tout aussi improbables l'une que l'autre. Qu'un président dissolve en cours de mandat une assemblée de sa propre couleur partisane ou qu'il interrompe son mandat, décès ou démission, et que son successeur élu ne dissolve pas dans la foulée de son élection. Cette dérive présidentielle a été l'objet d'une tentative de correction lors de la réforme constitutionnelle de juillet 2008, qui avait pour objectif, entre autres, de revaloriser la fonction du Parlement. Nonobstant,
Le point focal du débat politique français est bien aujourd'hui l'élection présidentielle et certains des maux de notre système sont directement attribuables à cette évolution. Le Parti socialiste est aujourd'hui un parti politique pensé, organisé et structuré pour un régime parlementaire et il est donc naturel qu'il peine à concevoir une stratégie dans un régime présidentiel. L'UMP est un parti fondé explicitement pour favoriser l'émergence d'un régime présidentiel dont la coalition électorale reste à ce jour celle des apostrophes. Un régime parlementaire. Cette évolution relativement récente du régime politique français, qui fait de beaucoup d'entre nous des néo-convertis enthousiastes au pouvoir transformateur de l'exécutif, nous incline à aller plus avant encore dans notre lecture présidentialiste des institutions américaines, une lecture pourtant déjà structurante de la vie politique américaine pour deux raisons majeures. D'abord parce que depuis l'extérieur, nous voyons le président des États-Unis essentiellement dans son rôle de chef d'État, de chef de la diplomatie et de chef des armées, fonctions dans lesquelles les contre-pouvoirs traditionnels du système américain sont les moins performants. D'autre part parce que le rôle réel du Congrès est mal évalué et souvent sous-estimé en Europe. On pense ici à la séquence politique qui va de la défaite des Républicains à l'occasion des élections de mi-mandat en 2006, qui était en fait un référendum sur la guerre en Irak, à la décision par le président Bush d'envoyer en Irak 30 000 hommes de troupes supplémentaires, The Surge, puis à sa capacité, malgré le statut minoritaire de son propre parti dans les deux chambres du Congrès, de résister aux injonctions des démocrates qui exigeaient un calendrier de retrait des troupes. S'appuyant sur une double stratégie de légitimation constitutionnelle de la supériorité de l'exécutif, par le recours à une argumentation fondée sur la théorie de l'exécutif unitaire, Unitary Executive, qui avançait que toute tentative du Congrès d'organiser les opérations militaires en Irak était une forme d'empiètement sur les pouvoirs pléniers du chef des armées et des appel direct aux électeurs, The President Going Public. George W. Bush était parvenu à faire obstacle à toutes les tentatives des démocrates de peser sur le déroulement de l'engagement américain en Irak. Sur un dossier à forte visibilité dans l'opinion publique européenne et plus largement internationale, il s'agissait d'une leçon de choses institutionnelles. Par ailleurs, le Congrès des États-Unis, dans sa forte différence avec les parlements européens, est mal compris et mal couvert à la fois par la presse et par la science politique européenne. Ces règles de fonctionnement sont complexes et souvent perçues comme exotiques, voire étranges. On en veut pour preuve la littérature sur cette procédure aujourd'hui fondamentale au Sénat qu'est la filibuster, ou encore la grande difficulté qu'il y a eu à expliquer les procédures parlementaires, dont la réconciliation, qui ont finalement permis au printemps 2010 l'adoption de la loi de réforme de la couverture santé. Au moment où nous écrivons, la couverture de la presse américaine certes, mais française encore plus sur le double débat budgétaire américain. En avril 2011, on discutait au Congrès à la fois du dernier compromis sur le budget 2011, qui n'avait pu être adopté avant le début de l'année fiscale, et de la préparation du budget 2012, avec en point des orgue la nécessité de rehausser le plafond de la dette américaine, est largement centrée sur l'intervention tardive de Barack Obama dans la procédure, mais beaucoup moins sur le caractère exceptionnel de la situation institutionnelle avec deux chambres à majorité opposée qui exercent des compétences complémentaires dans la construction du budget. Si l'on évoque le contexte, c'est essentiellement pour situer les débats dans le cadre de la préparation des élections présidentielles et législatives de 2012. Or, un des facteurs explicatifs majeurs de ce débat tient à la composition assez singulière de la nouvelle majorité républicaine à la Chambre des représentants qui compte 84 nouveaux membres, dont une soixantaine revendiquent leur appartenance au mouvement des Tea Party. Au total, il est donc très difficile de se départir d'une logique présidentielle prégnante lorsqu'on regarde fonctionner le corps politique américain. À cela, il faut ajouter un élément supplémentaire de focalisation, en France, sur le président des États-Unis. Bien que les élections présidentielles se déroulent selon un format institutionnel très différent du nôtre, le suffrage universel indirect par le biais du collège électoral, on tente en France à regarder le président américain au lendemain de son élection comme on regarde le président français au début de son mandat,
c'est-à-dire comme une forme de monarque constitutionnel qui s'appuie sur un plébiscite populaire et dispose pour une période de 5 ans de pouvoir quasiment illimité. Cela est particulièrement frappant dès lors que le parti du président est entièrement conçu et organisé comme une machine à gagner des élections présidentielles, puis un relais de l'action de l'exécutif, cas parfaitement illustré par la relation actuelle entre l'UMP et le président Sarkozy. Or, on se trompe gravement sur le modèle politique américain si l'on pense qu'il existe outre-Atlantique le même rapport symbiotique entre le président et son parti. De très nombreux politologues ont décrit cette relation difficile que les présidents américains entretiennent avec leur parti. On se contentera d'en retenir quelques leçons. Cette relation s'est considérablement transformée sous l'égide de George W. Bush qui est à l'origine de ce que Sidney Milkey appelle un nouveau régime partisan. Elle a toujours été le résultat d'un long processus de construction mais n'a jamais été automatique ou naturelle. Elle conditionne largement le succès ou l'échec du programme présidentiel. Or, lorsqu'au lendemain du scrutin de novembre 2008 on croit voir l'avènement d'une nouvelle coalition démocrate assise sur une solide majorité du parti de l'âne dans les 2 chambres du Congrès, il s'agit largement à la fois d'un effet d'optique et d'une absence de profondeur historique dans le regard. On peut identifier 2 éléments majeurs dans la victoire de Barack Obama. D'abord une mobilisation républicaine relativement faible qui contraste avec une forte mobilisation démocrate. Ensuite un déplacement presque massif des électeurs dits indépendants vers le candidat démocrate. Parce que cette victoire a été concomitante de 2 événements exceptionnels, l'élection du premier noir américain à la tête de l'exécutif et de profondes modifications dans la carte électorale, entre autres et sans doute la plus marquante, le retour de quelques États du Sud dans la colonne des États compétitifs où républicains et démocrates doivent véritablement faire campagne. On a eu tendance, depuis la France, à y voir un moment de transition entre 2 ordres politiques. Dans la réalité, le calendrier politique incitait à une plus grande prudence, ce pour de nombreuses raisons. L'ampleur de la majorité démocrate au Congrès, la plus large dont avaient disposé démocrates ou républicains depuis les années 1960, devait beaucoup aux élections de mi-mandat de 2006 et moins à l'effet d'entraînement, coattails, du candidat Obama en 2008. Les démocrates avaient de fait atteint en 2008 leur point d'avancée maximal dans le corps électoral, et ils ne pouvaient, à partir de ce point, que refluer. Les démocrates au Congrès, minoritaires entre 1995 et 2007, retrouvaient en 2009 enfin une situation dans laquelle ils allaient pouvoir exercer un pouvoir transformateur réel, l'un des leurs étant à la Maison-Blanche. Il était totalement illusoire de penser qu'ils allaient pour autant laisser le président accaparer la scène politique et dicter son programme, d'autant que le message des électeurs, en 2006 et en 2008, avait été interprété, entre autres, comme un désaveu fort d'un exécutif qui piétinait les droits d'un législatif devenu Congrès croupion. Parti majoritaire et quasiment pléthorique, les démocrates présentaient en 2009 à l'ouverture des travaux du 111e Congrès une hétérogénéité idéologique certaine, alors que les républicains, après les 2 épurations de 2006 et de 2008, étaient paradoxalement beaucoup plus homogènes. Cette cohésion et cette discipline qui l'accompagnaient avaient été renforcées par un constat assez simple. Même minoritaires au Congrès en 2007 à 2008, les républicains, parce qu'ils étaient restés unis, avaient pu bloquer en grande partie les efforts des démocrates. Cette stratégie n'allait que s'amplifier en janvier 2009 et trouver son point d'orgue dans l'adoption du plan de relance, soutenu par un nombre infime de républicains. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.